On nous demande toujours de choisir notre camp, rester en Occident ou rentrer au pays. Et si la vraie force de la diaspora, c'était justement d'entreprendre entre deux mondes sans jamais renoncer à l'un ou l'autre. Bienvenue dans Sautipédia, c'est le podcast de l'association Paris-Dauphine Afrique où la diaspora se raconte, se questionne et se célèbre aussi entre deux cultures, deux réalités et mille possibles. Aujourd'hui, on parle de diaspora et entrepreneuriat. Comment entreprendre quand on vit entre plusieurs mondes, comment éviter de plaquer des modèles occidentaux sur des réalités africaines et surtout comment créer du lien, de la confiance, du réseau à distance. Donc vous allez entendre des parcours d'entrepreneurs qui essaient, trébuchent, réussissent et qui surtout inventent une troisième voie, celle des ponts plutôt que des frontières. Donc ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Audrey Ludivine Bahaouignou, qui est la cofondatrice de Nofé. C'est une application panafricaine qui permet de trouver des artisans et des techniciens fiables pour les besoins du quotidien au Cameroun aujourd'hui et bientôt dans toute l'Afrique francophone. Donc bonsoir Audrey Ludivine. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là avec nous. Vous êtes diplômée en ingénierie agro-industrielle et vous poursuivez en parallèle de votre activité un master autour de l'entrepreneuriat à HEC X Paris. Et vous incarnez cette nouvelle génération d'entrepreneurs diasporiques qui construisent des solutions qui sont très concrètes et ancrées dans la réalité du terrain. Donc c'est important pour nous d'avoir votre retour d'expérience. Et à ses côtés, nous avons Tanguy Ngafunantabisi. Bonsoir Tanguy. Bonsoir. Merci à vous d'être avec nous ce soir. Donc vous avez plus de 14 ans d'expérience en tant qu'entrepreneur, mentor et vous êtes aussi le fondateur de Black Network, le réseau d'affaires et de solidarité de la diaspora africaine et afrodescendante en Afrique et en Europe. Et depuis plusieurs années, vous animez également Kalimandjaro, le podcast des ambitieux, dans lequel vous donnez la parole à des entrepreneurs afrodescendants pour décrypter leurs stratégies, leurs défis et leurs succès. Donc, Tanguy, vous incarnez une vraie voie ressource pour nous. On est très content de vous avoir ce soir. Merci pour l'invitation, c'est gentil. Merci à vous d'être là. Donc, j'aimerais commencer par la base. Avant les business plans, avant les KPI, il y a souvent une histoire personnelle, une identité plurielle, un sentiment d'entre-deux et un moment où on se dit « Ok, je me lance ». Donc, première question pour vous deux. Si vous regardez votre parcours aujourd'hui, qu'est-ce qui, dans votre histoire de diaspora, vous a le plus poussé à entreprendre ? Donc, moi, j'ai grandi surtout au Cameroun. Et lorsque je suis arrivée ici en France, j'ai donc commencé à découvrir la vie occidentale et comment ça se passe ici. Et je me suis vite rendu compte qu'il y avait un très grand déficit entre ce qui se faisait ici et le développement de là-bas. Et qu'en plus de ça, on était un peu la risée du monde. Avec les discussions que j'ai eues avec mes camarades, des endroits où j'allais, plus je découvrais en fait la France, plus le fossé se creusait. Et c'est là où je me suis rendu compte que, au lieu de se poser la question pourquoi ce n'est pas comme ici, c'est surtout pouvoir se poser et imaginer en fait comment faire que là-bas soit aussi quelque chose, enfin quelque part où on veut vivre. Donc, c'est un peu ce qui m'a inspirée. J'ai remarqué des problèmes, surtout par rapport à ma mère et à ses envies de construire. Et à partir de là, je me suis dit que j'allais lancer quelque chose aussi pour régler le problème là-bas. Merci beaucoup pour cette réponse très riche. Et vous, Tanguy ? Mais tu as prononcé le mot frustration. Et effectivement, tout ce que moi j'ai créé, c'est sur la base d'une frustration. De frustration, tout à l'heure tu as dit que ce que tu as vu, ce que tu voyais en Afrique, l'image qu'on avait de l'Afrique en France, c'était pas positive. Et moi je suis né en Afrique mais j'ai grandi ici, effectivement, depuis qu'on est petit, on n'a rien, aucune image positive de l'Afrique, aucune image positive des Africains. On est relayé que dans les métiers les plus difficiles, les plus dangereux, les plus périlleux. Et finalement, moi, c'est une frustration que j'avais véritablement. L'autre frustration, c'est aussi de voir beaucoup de gens, parce que j'étais bien implanté dans les milieux militants, et tout le monde disait, oui, les Noirs ne sont pas solidaires, les Noirs ne peuvent pas travailler ensemble. J'entendais toutes ces choses-là, quoi. Et de manière intuitive, je me suis dit, mais non, c'est pas normal qu'on dise ça, et on doit pouvoir changer ça, on doit pouvoir trouver des solutions. Et à la base, moi, je parlais même pas d'entrepreneuriat, j'étais juste dans l'associatif, et donc je me disais, il faut qu'on crée une solution pour régler ce problème. De manière un peu candide, un peu naïve, je pensais qu'on pouvait régler la paix dans le monde, le problème de la guerre et tout. Et donc, on s'est lancé.
avec cette idée de dire, eh bien, on va travailler à faire en sorte qu'on devienne puissant économiquement en France, en Occident, et qu'on travaille ensuite à la renaissance africaine. Ça, c'était la big picture. Et concrètement, on a créé des outils, trouvé des solutions pour régler ce problème-là. Mais la frustration de base, c'est ça. C'est les Noirs ne sont pas au niveau où je pense qu'ils devraient être. Les Noirs ne sont pas, ou bien doutent d'eux-mêmes. C'est plutôt ça le sujet. Ils doutent de notre capacité à travailler ensemble, ils doutent de la capacité à travailler bien. Et moi, je voulais montrer, prouver qu'on pouvait faire autrement et qu'on avait cette capacité-là, quoi. Merci à vous deux pour ces premières réponses très fortes. On va entrer maintenant dans le cœur de notre échange et j'aimerais commencer avec vous, Tanguy, parce que votre expérience éclaire beaucoup de jeunesse, entrepreneurs diaspora. Vous naviguez entre plusieurs mondes, Afrique, Europe, réseau diasporique et entreprises. Comment cette multidimensionnalité a façonné votre manière d'accompagner les entrepreneurs et de créer des ponts entre ces univers? Multidimensionnalité, c'est ça que tu as dit? Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on navigue entre plusieurs mondes, mais principalement quand même le travail de Black Network, l'organisation que je représente ici, c'est de faire en sorte qu'on soit riche en Occident. On a fait, pour des raisons X ou Y, soit qu'on soit venu après les études ou dans le cadre des études comme ma sœur ici, soit qu'on soit venu amener dans le cadre du regroupement familial comme moi. Mais on est ici, on est en France. Et j'ai envie de dire que la commande qu'on nous fait, et je pense que ça c'est valable pour tous les gens qui viennent d'Afrique, c'est t'es venu là-bas, elle est partie là-bas pour réussir. Pas pour t'éclater, pas pour jouer. On s'est sacrifié pour que tu viennes. Il y a des gens qui sont au pays qui auraient aimé être à ta place. Et même une fois, je me souviens, j'étais en voiture avec un maison du pays. Il voit un SDF, il dit « Ah, lui, là, il a pris la place de quelqu'un au pays. Si cette personne était venue, elle serait battue, elle aurait réussi à faire des choses. » Donc moi, j'ai grandi dans cette idée-là. Et donc, je suis ici, j'assume le fait d'être ici, mais pas pour rien, pour réussir économiquement. Et donc, notre travail, c'est celui-là. Après, comme on sent que la situation elle est compliquée ici aussi, la conjoncture n'est pas bonne, et aujourd'hui, plus que jamais, je pense qu'en 2011, quand on s'est lancé, on ne se rendait pas compte. Tu vois, on parlait de Africa is the future, on soupçonnait que l'Afrique allait devenir forte. Mais on ne se rendait pas compte à quel point encore. Et aujourd'hui, plus que jamais, on voit que l'Occident est en pleine décroissance, on va dire, et en tout cas en pleine régression, j'ai l'impression, d'un point de vue même ne serait-ce économique, et alors que tous les marqueurs en Afrique montrent qu'on est sur une ascension. Donc, c'est pour ça qu'on bosse là-bas de plus en plus, nous, on a une antenne à Abidjan aujourd'hui qui doit favoriser ce qu'on appelle le soft landing des entrepreneurs qui veulent aller s'installer en Côte d'Ivoire. Parce que, mais ça on en parlera par la suite, j'ai vu dans les questions, que le plus gros déficit qu'on a, le plus gros challenge qu'on a en tant qu'entrepreneur, c'est celui de la confiance. Et nous, notre travail, c'est de créer de la confiance, comme j'ai dit tout à l'heure, entre nous, mais aussi avec les entrepreneurs locaux. Donc, quand quelqu'un va à Abidjan aujourd'hui, il nous dit j'ai besoin d'aller à Abidjan, vers qui tu peux m'orienter? Et nous, on l'oriente vers les partenaires fiables qui sont sur place avec lesquels il peut travailler sans se prendre la tête. Donc après, la question, c'est comment est-ce que ça accompagne? Comment est-ce que le fait d'être entre ces deux mondes permet d'accompagner différemment? C'est ça la question. Hein. C'est ça. Moi, je pense que mais bon, tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais de manière un peu poétique, je dirais que la force de l'Africain, encore aujourd'hui, c'est son humanité. Donc, l'accompagnement, comment il se caractérise chez Black Network, je trouve que c'est par une humanité particulière. Ça se manifeste de différentes manières. Par exemple, nous, on fait de la formation pour les dirigeants d'entreprise. Et cette formation-là, on l'a fait à un prix qui, je pense, défie toute concurrence. Parce que nous, on voit notre seuil de rentabilité. Une fois qu'on voit qu'on est rentable, on ne va pas chercher à maximiser la rentabilité parce que notre but, c'est d'accompagner les entrepreneurs. Donc, dès lors qu'on est rentable et profitable, voilà, on fixe le seuil et ça doit être accessible. Et moi, je ne compte pas mon temps. On sait qu'on dit, par exemple, que le temps, c'est de l'argent. Ça, c'est ce que nous vend la société occidentale. Et hier soir, j'étais encore en train de parler avec des entrepreneurs. Ils me disent, ouais, mais j'ose pas t'appeler, te déranger. Je dis, mais moi, je suis là pour vous. Dans ma grille de priorité, alors, je mets de côté, bien sûr, les enfants, la femme et autres, mais d'un point de vue professionnel, c'est les entrepreneurs du réseau. On passe tout mon temps, c'est pour faire en sorte qu'eux, ils grandissent, que l'expérience que j'ai acquise, les contacts que j'ai acquis, c'est pour leur permettre de grandir. Et même si c'est des choses que je ne facture pas, parce que la vision, elle est plus grande que les petits euros qu'on va gagner, qu'on va grappiller à gauche, à droite, quoi. Voilà un peu.
Et j'aimerais savoir en quoi justement votre plateforme, donc le podcast Kalimandjaro ou encore votre réseau, vous aide à connecter cette diaspora, à transmettre des leçons concrètes et créer des ponts justement entre les deux mondes. En fait, alors déjà, il y a 2 dimensions. Mhm. La première dimension, c'est, et là tu vas le vivre quand tu vas vivre l'expérience du podcast, c'est que c'est un outil formidable pour rencontrer les gens. On passe, surtout moi je fais des épisodes qui sont très longs, en moyenne je peux faire même 3 heures, je crois avec Philippe Simon on a fait plus de 3 heures de podcast. Donc tu passes 3 heures à écouter quelqu'un, à comprendre ses problématiques, à creuser un sujet avec cette personne-là. À la fin, si tu fais bien ton boulot en tout cas, normalement vous avez créé une connexion. Et cette connexion-là, elle permet ensuite de travailler. Aujourd'hui, en matière de business, je pense que allez, facilement 80 voire 90% des clients que j'ai, ils viennent du podcast d'une manière ou d'une autre. Soit que c'est des gens qui écoutaient le podcast, soit c'est des gens avec qui on a fait un épisode, soit c'est des gens qui sont mentors après avoir fait un épisode. Donc, tous ces gens-là, on reste connectés et ça crée une connexion. Donc, le podcast, c'est très précieux. Donc, ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, et ça, on me l'a beaucoup dit, quelqu'un m'a dit, on me l'a beaucoup dit, mais quelqu'un a employé une formule particulière, c'est de dire ton travail est d'utilité publique. Moi, je me dis, mais je fais que d'enregistrer des podcasts, je ne comprends pas trop ce que la personne voulait me dire. Mais quand je comprends, après avoir creusé avec la personne, elle me disait, en fait, c'est assez rare qu'on puisse voir des entrepreneurs de ce niveau-là d'exécution, des entrepreneurs qui font 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Si chacun regarde dans ses contacts, il ne va pas trouver des entrepreneurs comme ça. Alors que sur Kalimandjaro, il va en trouver, allez, peut-être au moins une dizaine. Vous voyez ? Donc ça, c'est pas rien. Et ça débloque des choses dans l'esprit de tout un chacun. Se dire, nous, on a des membres comme ça qui me disent, j'ai discuté avec tel, il est humain comme moi, 2 pieds, 2 jambes, les mêmes problématiques. Lui, il fait 10, 20 millions. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, de passer de 500 000, de 1 million à 10, 20 millions comme lui ? Ça, c'est la première chose. Et c'est en ça que ça aide. Le podcast aide. La deuxième chose, et que j'ai comprise récemment, il y a 2 moyens de transférer de la connaissance. Il y a la connaissance explicite et la connaissance tacite. La connaissance explicite, c'est celle qu'on reçoit quand on va à l'école. C'est très structuré, pédagogique, il y a une intro, il y a des exemples, enfin voilà. Vous connaissez tous ce que c'est. Et après, il y a la connaissance tacite. Et nous, ce qu'on apporte dans les podcasts, c'est de la connaissance tacite. Les gens ne viennent pas dire grand 1, faites ça, grand 2, faites ça, grand 3. Mais en expliquant leur vie, en expliquant les rencontres, les challenges par lesquels ils passent, comment ils abordent telle ou telle situation, en fait, c'est de la connaissance tacite qui est véhiculée. Et ça permet aux gens de grandir en tant qu'entrepreneurs. Et à savoir que les gens n'auraient pas pu donner eux-mêmes. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, si aujourd'hui tu le fais asseoir et tu lui dis « fais-moi un cours sur ta levée de fonds », il ne va jamais réussir à le faire. Mais s'il t'explique sa levée de fonds, dedans, lui-même, il va pouvoir te donner une connaissance que lui-même, il ne savait pas qu'il avait. Vous voyez ? Et donc, c'est tout ça que le podcast apporte aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette réponse, mais j'imagine que quand on navigue un petit peu entre ces mondes différents, il faut avoir une certaine posture. Donc, comment est-ce que vous avez appris à avoir la posture juste ? Comment est-ce que vous avez réussi à vous adapter au système, à l'écosystème local et aussi international ? Comment est-ce que ça s'est dessiné dans votre parcours ? Alors, la posture, c'est comme tout. Et ça, c'est un truc, je pense, que je redirai souvent. Tout est une question de temps. Le Tanguy de 2025 est très différent du Tanguy de 2011. Et j'ose espérer que le Tanguy de 2025 est moins bon que celui de 2050. Donc, c'est avec le temps qu'on évalue ce genre de choses. Ça fait 14 ans qu'on est là, 50 podcasts, plus de 340 épisodes. Donc, forcément, on construit la posture au fur et à mesure. Au moment où on a commencé cette aventure, moi, je ne savais pas, je ne connaissais rien, même du podcast. C'est juste j'écoutais des podcasts, je me disais, je pourrais le faire. J'avais cette impression que je pouvais le faire. Mais je ne savais pas. Donc ça, c'est la première chose, ça se construit avec le temps. Et il faut que chacun, là je parle pour les gens qui écoutent, chacun se dise, aujourd'hui peut-être que je ne suis pas au niveau où je veux être, mais ça va venir avec le temps. Et puis après, c'est du travail. Hein. C'est vraiment du travail. C'est un de mes mentors qui me disait ça. Il me disait, il ne faut pas se contenter de faire en croyant qu'on va apprendre. C'est important de faire pour apprendre, mais c'est aussi important de prendre du recul et d'apprendre véritablement. Une fois, quelqu'un était surpris, je disais que je suis en train de lire un document sur la questionologie. Comment est-ce qu'on pose des questions ? Et le mec disait, mais tu vas à ce point-là et tout ? Ben oui, en fait, que question ouverte, question fermée, c'est pas la même chose. Tu vas pas obtenir la même chose de ton interlocuteur en fonction de comment tu poses tes questions. Et si ton travail, c'est de poser des questions toute la journée, à un moment, il faut bien que tu
maîtrises ton game. Pas passer du bricoleur. Enfin, l'idée, c'est de passer du petit bricoleur à celui qui a vraiment, qui masterise son game. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement. Oui, Mais... complètement. Merci beaucoup. Et justement, j'imagine que dans ce parcours-là d'apprentissage, avoir la bonne posture, etc., il y a des écueils qui peuvent se dessiner. Et justement, vous évoquez souvent la question des leçons à 150 000 €. Ces erreurs coûteuses que beaucoup d'entrepreneurs de la diaspora découvrent trop tard. Donc, quelle est selon vous l'erreur la plus fréquente et comment est-ce qu'on l'évite, justement? L'erreur la plus fréquente des entrepreneurs? Exactement. Je pense que... Alors, je vais revenir déjà sur ce que je disais tout à l'heure, parce que tu as parlé d'Afrique, et je t'ai parlé que de ce que je fais en France. Par rapport à l'Afrique, la posture, on l'acquiert en y allant. C'est ça, en fait, que j'ai découvert. Parce que nous, on parlait beaucoup d'Afrique, Africa is the future, tout ce que je disais tout à l'heure, mais on n'y allait pas tant que ça. Et là, depuis 2021, que j'ai recommencé à retourner en Afrique, que ce soit en Centrafrique ou ailleurs, là, je me rends compte que je découvre pas mal de choses que je pensais qui étaient vraies. Parce qu'on est ici, on croit, on a une vision un peu fantasmée parfois. Donc, je pense qu'il faut y aller. Et l'idée, c'est pas d'y aller. Alors, moi, il y a deux choses. Un, il ne s'agit pas d'y aller qu'une seule fois. Il faut aller plusieurs fois dans les différents pays, dans les pays. Et il faut aller dans différents pays. J'ai eu la chance quand même de commencer à bouger un peu. Et ma liste de pays africains, elle est grande parce que, en fait, la chance qu'on a dans la diaspora, je pense, c'est qu'on n'est pas attaché qu'à notre pays d'origine. Je vois mes parents, ça fait 40 ans qu'ils sont en France. C'est que l'année dernière que pour la première fois, ils ont voyagé dans un pays d'Afrique différent du leur. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est-à-dire que pour eux, mon père, tu lui dis, va en Afrique, il dit, mais pourquoi je vais aller ailleurs que chez moi? Il ne comprenait même pas le principe. Et là, il est parti voir les deux Congos et ça lui a ouvert l'esprit. Parce que même lui, il se dit, mais attends, ce que je vois dans mon pays, comment ça se fait que je suis dans un autre pays, ils arrivent à faire ça? C'est très précieux, quoi. Donc, la recommandation que je ferais, c'est celle-là. C'est d'aller en Afrique et d'aller dans différents pays d'Afrique. Parce que Bangui, Douala ou Yaoundé, ça n'a rien à voir avec Abidjan, Cotonou ou autre. Ça, c'est la première chose. Et l'écueil, je pense qu'on n'a pas conscience de l'importance du temps. Et ça, c'est un autre de mes mentors, Moussa Wagé, qui me dit ça tout le temps. Il dit, tu veux lancer un projet, par exemple, tu sais que ça va te prendre 2 ans. En vérité, même si tu essaies d'accélérer le truc, mais entre le moment où tu penses, où tu poses le premier pas, et le moment où le truc devient un minimum viable, il va te falloir 2 ans. On essaie toujours de compresser en disant ah, « moi, mon chômage, c'est que 18 mois », où il y a plein de choses, il y a plein de sujets qui pourraient faire que. Mais moi, je vois que le temps, franchement, c'est fondamental. De prendre en compte que les choses vont prendre du temps, véritablement. Il ne faut pas se presser, c'est frustrant, certes. Aujourd'hui, je pense qu'avec l'intelligence artificielle, on peut faire peut-être des choses plus vite. C'est un effet de levier qui est important. Mais créer, par exemple, une relation de confiance avec quelqu'un, c'est du temps. C'est pas la première fois qu'on va voir quelqu'un qui va dire « Ah bah tiens, j'investis sur toi » ou je t'ouvre tout mon réseau, tout mon carnet d'adresses. Donc, à la nouvelle génération qui écoute, et voilà, sachez que great thing takes time. Je crois que c'est ça l'adage. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour ces réponses. Mais justement, on peut aussi tomber dans une forme d'ethnocentrisme, de je sais mieux, mais aussi avoir un sentiment d'illégitimité, se dire qu'on n'est pas forcément local, donc on n'a pas les bons outils, on n'a pas les bonnes solutions qu'on apporte. Comment est-ce qu'on fait pour dépasser ces sentiments-là? Par rapport à l'Afrique ou par rapport à ici? Par rapport à l'Afrique, bien sûr. En fait, c'est compliqué parce que l'Afrique, moi-même, j'ai l'impression que je suis encore un apprenti. Parce que je viens et je vois, en fait, je me dis, j'ai tant à apprendre. Une phrase que je disais toujours avant, et je ne sais pas si les gens vont finir par comprendre, mais moi, je pense que l'Afrique a plus à nous apporter que nous, on a apporté à l'Afrique. Et à chaque fois que je mets les pieds en Afrique, je m'assieds, j'écoute, je regarde, je goûte, je mange. En fait, je suis en mode ultra apprenti, véritablement. Et je pense que c'est que ça qui va pouvoir nous permettre d'avoir le regard juste, de nous laver de ce syndrome du sauveur aussi, du super-héros qui va venir avec sa capuche et sa cape et délivrer l'Afrique. Oui, on peut ne pas se sentir légitime parce que je pense que fondamentalement, on n'est pas légitime. Fondamentalement, les gens là-bas ne nous attendent pas, ils se débrouillent, ils font leur truc. Bien sûr, il y a une place à prendre, ça, je pense. Mais pour le faire de manière respectueuse du continent, c'est pas n'importe comment. Donc, le vrai sujet, c'est d'y aller lentement et sûrement, progressivement. Parce que sinon, comme on dit au Cameroun, la vie va t'apprendre. Moi, j'ai vu trop de gens, parce que bon, quand je parle de moi, mais en réalité,
et mon expertise vient surtout de toutes les personnes qu'on a reçues sur le podcast. Et comment la vie leur a appris à chaque fois qu'ils sont rentrés, et soit qu'ils ont voulu faire trop vite, soit ils étaient trop sûrs d'eux, ils se sont tous fait avoir. Je pense à Sarah Mbial, une Congolaise qui est rentrée, elle s'est fait cambrioler, ça lui a remis les idées en place. Parce qu'elle avait, je pense qu'elle s'était pas pris comme il fallait s'y prendre. J'ai des exemples comme ça, j'en ai à l'appel, de personnes qui n'ont pas su prendre leur temps. Alors que l'Afrique peut apporter beaucoup. Et je crois qu'il y a 2 personnes, Sandy de Abena Africa, vous connaissez? Je la connais. Voilà, Génial. qui est une Guadeloupéenne qui est en Afrique. Elle m'a dit cette phrase-là et qui fait écho aussi à ce que me disait un de mes mentors. Elle m'a dit « L'Afrique m'a réconcilié avec mon humanité ». Je ne sais pas si tu imagines comment c'est fort de dire ça. Mais pour ça, il faut quand même se mettre dans des dispositions, quoi. Donc, pour moi, le grand sujet, il est là. Merci beaucoup. J'en Donc, prie. avant de passer un petit peu sur la réalité du terrain plus concrète avec Audrey, on aimerait quand même savoir comment est-ce qu'on fait pour se créer un réseau local qui soit structuré, donc éviter de flotter, chercher un petit peu dans tous les sens. Comment est-ce qu'on arrive à acquérir justement cette confiance-là et ne pas tomber dans les écueils que vous avez cités précédemment? Ouais, et ça, pour moi, c'est des leçons relatives à l'acquisition d'un réseau qui sont transversales. Même en France, c'est à peu près la même chose. Même si tous les retours que j'ai me disent que avoir un bon réseau, c'est encore plus important en Afrique qu'en France. Je me souviens la dernière fois que j'étais à Bangui, je devais faire mon passeport en urgence pour rentrer, mon passeport centrafricain. Et j'ai vu donc mes oncles tous autour de moi, on discute quelle solution on va faire pour le faire en urgence. La discussion, c'était pas quelle procédure on va prendre, c'est qui on va appeler tout de suite. Et ça m'a surpris en fait, parce qu'ici, on va dire, bon, peut-être on va aller à la mairie de telle ville, ils font le passeport plus rapidement, tout est processé. Là-bas, qui est-ce qu'on va appeler, quel levier on va actionner? Et je me rends compte que partout, on a besoin de faire du réseau, partout, les règles sont les mêmes, mais j'ai l'impression qu'en Afrique, plus que tout, le réseau est fondamental. Même là, j'accompagne un entrepreneur guinéen qui veut s'installer. Enfin bon, il y a un gros projet là en Guinée, Simandou, et donc lui, il veut prendre des marchés là-bas. On allait voir un de nos potes, un consultant, il nous a dit la même chose tout de suite. Il dit, bon, on va créer la boîte maintenant, avec qui par qui on va passer pour faire en sorte que ton projet aboutisse et que tu sois bien référencé. Donc ça, c'est le premier sujet. Maintenant, comment, concrètement? Ben, en fait, vu que c'est du réseau, c'est les gens. La question maintenant, c'est comment fonctionnent les humains. J'ai une anecdote comme ça d'un avocat qui, je sais pas, je ne pas que je donne trop de détails parce qu'on va pouvoir l'identifier, mais c'était un avocat français d'origine sénégalaise qui a obtenu le dossier de l'État sénégalais contre Abdoulaye Wade, le fils d'Abdoulaye Wade, Karim Wade. Et lui, c'est un petit avocat, c'est pas vraiment le gros cabinet français. On se dit quand même, c'est l'État du Sénégal, ils vont appeler que les anciens cabinets de blancs, quoi. Et il m'a dit, on lui dit, mais comment tu as fait pour avoir ce dossier? Il m'a donné sa roadmap. Et depuis, moi, je m'en sers comme la prunelle de mes yeux, quoi. C'est un plan. Il dit, quand un officiel sénégalais vient en France et que lui, il l'apprend, il se bat pour rencontrer la personne. Première chose. Et quand il la rencontre, il se bat pour faire en sorte que cette personne garde un bon souvenir de lui. Donc, il ramène un cadeau, ou bien il essaie de l'inviter au restaurant, enfin, faire en sorte que la relation, elle passe bien. S'il voit la femme, bon, il achète un cadeau pour la femme. S'il a les enfants, il achète des cadeaux pour les enfants. En fait, il y a toujours cette relation qui naît et ça crée une relation de confiance entre les deux, se voir régulièrement, au point que le gars se dit, quand je viens en France, je pense à lui. Et donc, quand il y a eu un sujet pour chercher un avocat, tout de suite, il a dit, mais appelez mon petit là-bas en France, là. Lui, il va faire le boulot. Et il s'est retrouvé avec un dossier qui était, je pense que tous les avocats sénégalais rêvaient de ça. Donc, tout passe par le réseau. Le réseau, c'est comment est-ce qu'on crée une relation de confiance avec les gens. Il faut avoir l'idée que le business, c'est qu'une question de confiance. Confiance dans ta capacité à faire les choses. Confiance dans ta loyauté, dans la manière dont tu vas faire les choses. Si je te donne un marché, il faut que je sois certain que tu sois en mesure de faire le marché, ne serait-ce que ça, pour ne pas gâcher ma réputation. Et que si demain, tu as une opportunité, tu puisses aussi me la rendre. Donc, c'est ces 2 éléments-là qui vont être fondamentaux. Et tout notre travail, et moi, tout mon travail, consiste à ne pas briser la confiance que les gens ont dans ma personne et dans ma capacité à délivrer les choses. Donc, je reste toujours en contact. Par exemple, si là, on est en train de discuter et que l'une de vous me dit son anniversaire, c'est tel jour, je vais noter dans le calendrier, boum, boum, tac, c'est l'anniversaire de tel. Et le jour, j'envoie un message, joyeux anniversaire.
tout le monde veut, tout le monde est sensible à la considération qu'on peut leur apporter. Et ça, si je fais ça, tout de suite, ça va me garder en tête. Tu vas dire, ah, mais Tanguy, moi, vraiment, c'est un gentil garçon, il ne m'a pas oublié. Et le jour où je t'appelle et je te dis, ah, j'ai besoin d'un service, tu vas dire, mais non, mais c'est un gentil garçon, je vais lui rendre le service. Et vice-versa. Donc, c'est fondamental. Je pourrais parler 1 heure sur les techniques de réseautage, mais vraiment, l'idée, c'est... Le principe général, c'est de dire, on est entre humains, l'humain a besoin de considération. Faites en sorte d'apporter de la considération aux gens et vous verrez que par réciprocité, quand vous aurez besoin de vous, ils vous rendront un pareil. Et ça, c'est valable ici et c'est valable aussi en Afrique. Merci Tanguy. Votre regard sur les réalités du terrain et la posture est essentiel. Justement, ce terrain, Audrey, vous le vivez aujourd'hui au quotidien avec Nofé. J'aimerais maintenant qu'on entre dans votre expérience très concrète d'entrepreneur en amorçage. Donc, avec Nofé, vous répondez à un besoin très concret, trouver des artisans fiables. Donc, comment est née l'idée et qu'est-ce que le fait d'être entre l'Europe et le Cameroun vous a permis de voir différemment? Donc l'idée est née justement d'une frustration, comme le disait Tanguy, et c'était la frustration de ma mère, qui est celle qui a participé en fait à l'intégralité de la construction de ce qui est aujourd'hui notre maison familiale. Et elle a aussi participé à la construction de la maison de sa mère à elle. Donc sans l'aide d'un homme, ce qui est normalement la base au Cameroun, les femmes ne participent pas à ce genre de choses. Et donc elle n'avait pas de repères, elle ne savait pas qui appeler, quoi faire, ni où se rendre. Et c'était vraiment par bouche à oreille, entrer dans les groupes WhatsApp, aller dans les groupes Facebook, poster des annonces, etc. Et donc, les gens arrivaient chez nous pour construire et parfois, on ne connaissait même pas leur nom complet. On ne savait pas s'ils étaient vraiment techniciens. Et bah, ça a ouvert la porte à beaucoup de choses comme des arnaques, des disparitions de matériel, etc. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose qui arrivait juste à ma mère, mais que c'était en fait une histoire généralisée et que chaque Camerounais et même chaque Africain, si je peux dire, a une histoire avec un technicien. L'idée est née, donc j'étais au Cameroun, mais ce n'est que quand j'arrive ici en France que je me dis que peut-être je suis la personne qu'il faut pour régler ce problème-là. Parce que rien n'existait encore dans ce sens-là. Donc c'est surtout ce qui a motivé la création de Nofé. À vouloir mener un projet qui est au Cameroun, j'ai pu voir un peu à quel point on ne pouvait pas faire de copier-coller et qu'il fallait en fait adapter chaque solution qu'on avait au marché qu'on voulait targeter et que certaines choses ne marchaient pas du tout comme en France, que ce soit la communication, que ce soit la manière dont les gens perçoivent la technologie même. Donc il fallait s'asseoir, discuter avec les gens, les vrais gens, et trouver des solutions qui pourraient aller vraiment aux Camerounais et à leur quotidien. Et justement, on aimerait savoir qu'est-ce qui a été facilité ou même compliqué par le fait de lancer ce projet-là en étant à l'étranger. Ce qui a été compliqué, c'était tout ce qui touchait à la communication. Parce que, enfin, tout ce qu'on nous apprend à l'école, c'est que voilà, il faut faire du marketing de cette façon-là, il faut prendre les adresses email, faire des marketing email, etc. Sauf que je me suis rendu compte qu'au Cameroun, il n'y avait pas d'adresse email parfois, ou que les gens en avaient, mais ne les utilisaient pas. Donc, il fallait aller sur WhatsApp, il fallait envoyer des messages aux gens par SMS, etc. Et même en envoyant sur WhatsApp, je me rappelle, j'avais fait une prospection WhatsApp et j'avais pas de retour. Et du coup, j'en parlais à un autre entrepreneur camerounais. Il m'a dit, utilise un numéro français pour faire la prospection. Et je trouvais ça absurde, mais ça a marché. Les gens commençaient à répondre. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, comme disait Tanguy, il y a ce problème de confiance-là. Et au Cameroun, c'est beaucoup de corruption, beaucoup d'arnaques aussi. Et c'est justement, ça confirme encore le fait qu'il faut ce genre de plateforme pour régler la situation. Mais de toute façon, j'ai compris qu'il fallait aussi pouvoir se déplacer de temps en temps. C'est ce qu'on a fait pour assurer une prospection de terrain, parce que ça a encore une très grande place en Afrique. On a vraiment encore ce côté très humain et c'est incontournable si on veut vendre ou parler de son projet au plus grand nombre. Donc, c'est ce qu'on a fait. Pendant 4 mois, on est allé à Douala, Yaoundé, Bafoussam. On a posté une annonce sur LinkedIn qui veut nous suivre. Et on a eu des étudiants de 18 ans, 19 ans qui nous ont suivis dans les rues. On a imprimé des flyers, on a fait des t-shirts et on est allé parler aux gens. Et en l'espace de 4 mois, c'était déjà plus de 10 000 personnes qui étaient préinscrites sur l'application juste parce qu'on les a rencontrés. On leur a dit, je sais que vous avez ce problème-là, alors inscrivez-vous. Félicitations, ce parcours est très inspirant. Mais justement, comment est-ce que
au-delà du fait de s'asseoir auprès des gens, comment est-ce que vous avez réussi à créer cette confiance-là avec les artisans, avec les personnes, mais aussi aux consommateurs? Comment est-ce que vous avez fait pour leur assurer en fait que votre solution répond à leurs besoins et qu'ils peuvent vous faire confiance avec la plateforme? Donc, des plateformes comme ça, il y en a 2 ou 3 qui existent déjà, au Cameroun. Mais justement, il y a toujours eu ce problème de confiance. Comment est-ce qu'on nous, on a réglé ça? Premièrement, en gérant les paiements. Donc aujourd'hui, les paiements au Cameroun, c'est surtout par mobile money et non par, carte bancaire et cetera, ou par cash en tout cas. Et c'est ce qu'on a intégré à l'application. Donc en gérant les paiements, on a la possibilité de retenir les fonds, des clients et c'est ce qui, est en fait le gage de qualité et de sécurité pour eux. Ils savent que lorsqu'ils payent, en fait, les prestations sur, la plateforme, l'argent ne part pas directement chez le technicien, mais que en fait, ils peuvent le récupérer s'il y a un problème. Donc, on a aussi intégré les assurances dans, l'application parce que ma mère travaille dans les assurances et c'est elle qui m'a dit: «Bah, il existe des assurances pour ce genre de choses. Les Camerounais ne le savent pas, mais voilà, si on fait un partenariat, normalement, chaque personne qui commande une prestation sur ta plateforme peut bénéficier d'une assurance et s'il y a une casse ou s'il y a un vol chez lui, bah, il peut être remboursé». Donc c'est vraiment cet accompagnement-là, des litiges et une messagerie sécurisée et des paiements sécurisés qui ont vraiment construit, la confiance sur la plateforme. D'accord, OK. Merci beaucoup et lancer une plateforme dans un marché très informel, c'est un sacré défi et on aimerait savoir quel a été le premier choc terrain qui vous a obligé, pardon, à ajuster votre approche, justement? Le 1er choc terrain, c'est que, il y a plusieurs personnes qui sont bonnes dans ce qu'elles font, mais qui n'ont absolument aucun diplôme, aucun, comment on dit? Credentials, de ce qu'ils font. Et donc, c'est assez compliqué parce que ça fait beaucoup de personnes quand même et qu'il fallait donc trouver des moyens de les évaluer et de savoir si tu es vraiment, technicien. Et bah, j'ai découvert grâce au bouche à oreille et en discutant avec les gens qu'il y a des ETS au Cameroun, c'est en fait des établissements et que, les gens s'enregistrent, dans ces ETS-là pour pouvoir exercer. Et que malgré que certaines personnes n'aient pas de diplôme, le fait d'être enregistré dans ces ETS-là est un gage de qualité, en fait. Et grâce aussi aux anciennes recommandations, des personnes qui sont sur l'application, on peut intégrer, des techniciens dessus, même sans diplôme. Donc c'est ce qui nous permet aussi, de pouvoir, s'adapter au marché parce que demander un diplôme de lycée technique à tout le monde et demander, un diplôme d'ingénieur en génie civil, c'est pas forcément, ce qui est le plus évident, mais on peut, quand même filtrer et conserver un semblant de qualité grâce, à ces anciennes, certifications. Voilà. On aimerait aussi avoir, votre petite recette en termes d'organisation, de communication, même de disponibilité. Comment est-ce que vous avez réussi à jongler entre votre emploi du temps, ici en France, d'étudiants, d'entrepreneurs et aussi les besoins du terrain et vos consommateurs, vos clients finaux? C'est compliqué, J'imagine. mais je me suis bien entourée. Mmh. Donc à force de parler, à force d'aller dans les concours de pitch, j'ai rencontré plusieurs personnes qui étaient intéressées par le projet et qui m'ont aidée, dans à peu près tous les aspects, de l'application. Là, maintenant, par exemple, on va lancer une campagne de communication avec, des influenceurs et 90 des contacts que j'ai eus, en fait, venaient de personnes, à qui je parle tous les jours et qui m'ont juste mis en relation avec ces influenceurs-là et qui ont des millions d'abonnés et qui vont m'aider à lancer, l'application. Donc, c'est surtout, enfin, bien s'entourer, avoir une bonne équipe, des personnes, qui ont une tâche précise et un rôle précis, pouvoir brainstormer de temps en temps, se retrouver et enfin, se faire confiance mutuellement. Merci beaucoup pour, cette réponse. Donc on a parlé un petit peu posture, approche, on a parlé aussi des réalités du terrain qu'il faut prendre en compte. Mais quand on entreprend entre 2 mondes, il y a beaucoup de croyances à déconstruire. Et quelle est pour chacun de vous la croyance que vous avez dû abandonner pour pouvoir travailler, efficacement entre l'Europe et l'Afrique? Moi, j'ai dû abandonner la croyance que, tous les Camerounais sont corrompus. Parce que, bon, c'est ce qu'on a grandi, on a grandi avec cette façon de voir les choses. Mais en fait, il s'agit de demander aux gens, de dire: «Voilà, j'ai ce projet-là, est-ce que tu veux m'aider?»
Et moi, en tout cas, je parle d'expérience professionnelle, 90% du temps, c'était toujours un oui. C'était toujours une personne qui voulait tendre la main sans demander d'argent, sans demander quoi que ce soit, mais juste par amour du prochain et par vision globale de ce qu'on veut faire du Cameroun et de l'Afrique en général. Voilà, les gens m'ont tendu la main sans que j'ai quoi que ce soit comme réseau, sans que je sois venue au nom de quelqu'un, comme on dit souvent. Et donc, j'ai pu déconstruire ça et m'ouvrir aux autres et voir que, en fait, les Camerounais aussi ont ce communautarisme-là, cette entraide-là, et comme tous les autres Africains, et qu'on peut tous avancer la main dans la main. Merci Audrey. Et vous, Tanguy? Je ne sais pas exactement. Il y a une phrase qui m'a beaucoup interpellé récemment, du rappeur Youssoupha, qui dit si travailler dur rendait riche, les mamans africaines seraient millionnaires. Quand j'avais écouté ce morceau à l'époque, je me suis dit oui, c'est vrai, il a raison. Et plus le temps passe, plus je comprends ce qu'il veut dire encore plus. Dans le sens où moi en tout cas personnellement, j'ai toujours fait l'erreur de travailler beaucoup. C'est-à-dire d'être très acharné dans le travail, partir le dernier quand j'étais salarié, de même sacrifier les week-ends, sacrifier le temps de famille. Moi, j'ai 4 enfants, donc je dois leur accorder beaucoup de temps. Mais je pensais que la mission justifiait qu'on travaille beaucoup. Et surtout quand on est enfant d'immigrés, nous, nos parents nous ont appris à travailler. On n'est pas venu en France pour rigoler. Tu travailles, tu travailles. Et après en réfléchissant, j'ai compris que, et en voyant comment les autres gagnent de l'argent en France, qu'il faut distinguer travailler dur et générer de la valeur. Et il y a des gens qui travaillent dur, mais qui ne génèrent pas de valeur. Et c'est pour ça que les mamans qui travaillent beaucoup ne sont pas milliardaires. Et du coup, je me dis que la direction dans laquelle j'ai envie d'aller, ce n'est pas de celui qui travaille dur, tellement dur, beaucoup plus dur que tout le monde, mais de celui qui génère le plus, qui crée le plus de valeur pour chacun. Et autant ici que là-bas, je pense que la clé de la recette, elle est derrière ça, de satisfaire pleinement les besoins des clients, des gens qui nous attendent, voire parfois les besoins qui ne sont pas exprimés. Moi, par exemple, on fédère beaucoup les gens, c'est-à-dire qu'on crée des clubs. Et quand je fais de la com pour dire aux gens, oui, venez avec Black Network, vous ne serez plus jamais seul, je sens que ça ne parle pas trop, quoi. Et surtout les hommes, ils disent, oh, mais j'ai besoin de personne. Je ressens en tout cas ce truc-là. Mais à chaque fois qu'on fait une année à la fin au sein d'un club et que je demande les feedbacks, c'est ce qui ressort tout le temps. Les gens disent, mais là, grâce à vous, je ne me sens pas seul. Entreprendre, je ne sais pas, peut-être tu l'as ressenti, mais entreprendre, c'est un exercice qui est extra solitaire parce qu'on prend des décisions, surtout quand on a le leadership, on prend des décisions qui vont impliquer les autres. Les autres n'ont pas la vision globale, donc ils ne vont pas comprendre exactement ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et nous, on s'est dit, j'ai compris que ça, c'est la valeur qu'on apporte. Et les gens ne l'exprimeraient pas, ce besoin-là. Et quand on est dans la relation commerciale, eh bien, il y a créer de la valeur, répondre aux besoins de nos clients et même dépasser les attentes des clients, répondre aux besoins et pas forcément aux besoins qui est exprimé. Et ça, c'est un gros travail et que j'apprends. Et je me dis que ça, c'est valable sur tous les continents, quoi, je pense. Merci pour ces réponses très riches. Et si vous deviez laisser un message à un jeune de la diaspora qui hésite à entreprendre entre l'Europe, l'Afrique, qu'aimeriez-vous lui dire et comment imaginez-vous la relation diaspora-continent dans 5 à 10 ans? Moi, je dirais aux jeunes qu'on doit être le changement qu'on aimerait voir dans le monde et que ça passe par plusieurs choses, mais que l'entrepreneuriat est une façon aussi de pouvoir régler les problèmes qu'on rencontre, soit personnellement ou qu'on a pu voir, et que si on ne le fait pas, d'autres personnes vont le faire pour nous. Pendant plusieurs années en Afrique, on n'avait pas de moyens de payer à part des cartes bancaires, des choses qui ne nous allaient pas. Et puis, on a eu des Orange, des MTN qui sont arrivés et qui nous ont en fait donné un moyen de surpasser en fait ces problèmes-là. Donc, nous, on n'a pas fait, nous, Africains, parce que peut-être on avait peur ou peut-être on pensait qu'on n'avait pas le réseau, justement, ou les moyens, mais d'autres personnes l'ont fait. Et pas parce qu'ils le pouvaient, mais parce qu'ils ont vu une opportunité. Donc, il ne faut pas toujours attendre le bon moment ou le bon réseau quand je serai dans Black Network ou quand j'aurai vu Tanguy. Mais juste, voilà, j'ai vu un problème. Voilà comment est-ce que je vais le régler et avec qui est-ce que je vais travailler pour arriver à ça. Merci beaucoup. Et comment est-ce que vous imaginez la relation diaspora-continent dans 5 à 10 ans?
Donc, dans 5 à 10 ans, je verrais que ça comme un échange mutuel parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la diaspora donne plus à l'Afrique et de manière plutôt monétaire, c'est-à-dire qu'on ne crée pas vraiment de valeur en Afrique. On envoie juste de l'argent et ça sert à nourrir le village. Mais à part ça, il n'y a rien qui est construit. Et dans 5 à 10 ans, j'aimerais bien que ce soit quelque chose de plus productif, que les gens de la diaspora investissent dans les entreprises locales, que les entreprises locales redonnent de la valeur aux investisseurs de la diaspora et que ce soit quelque chose de mutuel et de consensuel. Merci. Et vous, Tanguy? Sur le premier point, qui est le message à la jeunesse, moi, je répète ce message que je dis systématiquement quand je m'adresse à des gens qui sont de la diaspora, donc qui sont venus du pays, c'est « faut pas vous perdre en France ». Je l'ai vu dans la génération de nos parents et je vois encore dans notre génération des gens qui sont venus, qui étaient en mission au départ, et puis qui s'installent et qui commencent vraiment à rentrer dans le moule français, parce qu'une fois que tu as ton diplôme, déjà, une fois que tu es arrivé en France, on t'envoie en mission pour avoir le meilleur niveau de formation possible. Mais pourquoi tu t'arrêtes à un BTS? Pourquoi tu t'arrêtes tu vois, va au bout où tu es venu pour ça. Des fois, c'est juste 1 an ou 2 ans de plus de sacrifice. Avec le recul, aujourd'hui, je vois 2 ans de sacrifice sur une carrière de 40 ans, c'est rien. Et ça peut impacter considérablement. Et moi, je ne suis pas de ceux qui disent que l'école ne sert à rien. Au contraire, je pense que l'école apporte beaucoup. Donc, voilà, ne vous perdez pas. Si vous êtes venu pour étudier, allez-y, étudiez et allez le plus loin possible. C'est ce que nos parents, même mes oncles m'ont dit. Et je me dis que c'est ce que je veux faire et je veux que mes enfants fassent. Ça, c'est la première chose. Quand je dis de ne pas se perdre, ne pas se perdre aussi une fois que tu es rentré dans la vie. Parce que, bon, je pense que vous n'êtes pas encore à ce niveau-là, mais quand tu commences à te marier, à avoir des enfants, tu rentres dans un train-train en France qui est le mot, je trouve, qui est lénifiant. Ça veut dire que ça nous endort. Et tu cours juste après les crédits, après tous ces trucs-là qui sont importants, certes, mais qui finalement peuvent nous éloigner de la mission qui était la nôtre à la base. Donc, ce que je dis à mes petits frères et mes petites sœurs, je dis, ne vous perdez pas. Parce que après, à 40 ans, on se retourne, on dit, mais j'étais pas venu pour ça, moi, en fait. J'ai une vie correcte en France, alors que j'étais venu pour quelque chose qui était beaucoup plus grand. Autant les gens qui sont du pays, eux, c'est leur pays, ils le développent. Et s'ils veulent ne pas se donner plus que ça, c'est leur droit. Et d'ailleurs, si le pays régresse, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui ont décidé de s'asseoir sur leur laurier. Nous, la mission, elle est tellement grande, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de challenges. On dit toujours que votre génération, c'est une génération qui ne se bat pas que pour l'argent, mais qui se bat pour une mission, pour suivre quelque chose qui est plus grand qu'elle. Là, la mission, elle est là, on l'a. De voir que si la génération de mes enfants avait pu, en 2050, se dire, maintenant, on est au niveau que l'Inde a aujourd'hui, que la Chine a aujourd'hui, mais franchement, qui ne sera pas content? On sera tous contents. Je crois que c'est Nana Akufo-Addo, l'ancien président ghanéen, qui a dit « Un Noir, peu importe où il se trouve sur la terre, il ne sera pas en sécurité tant que l'Afrique sera faible. » Donc, on peut rester ici et croire qu'on est bien et tout, mais tant que l'Afrique sera dans l'état dans lequel aujourd'hui, même si je trouve qu'elle a beaucoup progressé, moi, depuis que je suis petit, mais en fait, on sera bien nulle part. Et on le voit que on n'est pas en sécurité. Aux États-Unis, on nous tire dessus comme des lapins. Ici, si tu viens là aux heures très tôt le matin ou très tard le soir, tu vas voir, c'est que nous dans ces métiers-là. Il y a un gros travail à faire encore. Là. Franchement, la mission, elle est énorme. Donc, si on commence à venir s'endormir dans les crédits, dans les Netflix et tout, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Il y avait une deuxième question, j'ai oublié. J'aimerais savoir comment est-ce que vous imaginez la relation entre la diaspora et le continent de ces 5 à 10 ans. Ouais, alors j'aurais dit exactement la même chose que ce que tu as dit. Donc sur la partie économique, je suis tout à fait d'accord. Il faut qu'on ait un investissement qui soit productif et pas juste investir pour payer les médicaments et ce que nous, on fait aujourd'hui. Après, moi, j'ai un autre sujet qui est plus politique. Effectivement, moi, je crois que la résurrection africaine ne se fera pas sans sa diaspora. Et quand je parle de la diaspora, je parle de nous qui sommes en France depuis relativement peu. Mais là, je rentre de la Guadeloupe. Et quand je parle avec les ultramarins, eux, ils ont envie aussi de se reconnecter à quelque part. Et ils ont des connaissances, ils ont des choses à apporter à leur pays d'origine. Donc, je pense qu'il faut aussi faire
avec ces gens-là. Et ça passe par des dispositifs politiques. Les grandes nations, la Chine, quand ils sont sortis de la période avec le Mao Zedong, après, ils ont fait appel aux investissements directs étrangers. Et la majeure partie des investissements directs étrangers qu'ils ont reçus, c'était la diaspora. Ce n'est pas les nations étrangères qui ont investi. D'ailleurs, je crois même qu'ils avaient restreint la possibilité aux nations étrangères d'investir. Donc, on est très content de voir la Chine. Je ne vous parle même pas de l'Inde aujourd'hui. Il y a des gens qui parlent de la Curie Valley. Les CEO des plus grandes boîtes américaines, je ne sais plus combien, peut-être une quinzaine de CEO sont d'origine indienne, même des maires. Mais ça, c'est une volonté qu'il y a eu à un moment. Et cette diaspora-là, ensuite, elle met en place des actions pour investir en Inde. Donc, il y a des choses qui se font. Mais ça suppose que nos présidents commencent aussi à nous voir comme une ressource. C'est ça le vrai sujet. Historiquement, la diaspora a souvent été perçue comme une menace. Parce qu'effectivement, les opposants sont en exil dans la diaspora. Et quand ils reviennent, ce n'est pas toujours dans l'intérêt du dirigeant qui est en place. Mais si on prend l'exemple, j'ai cité indien et chinois, si on veut que l'Afrique se développe, ça ne se fera pas sans cette diaspora-là. Et j'aimerais qu'on crée des outils pour favoriser l'investissement de la diaspora. On est tous contents de voir l'AES qui se bat pour cette indépendance, pour rendre fiers les Africains partout dans le monde. En tout cas, il y en a plein qui sont fiers. Il faut savoir qu'il y a des outils qui sont faits pour investir, il y a des obligations d'État qui sont faites qui permettent d'investir. Voilà, il faut que ce genre de choses se généralisent pour créer des connexions entre la diaspora et le pays d'origine. Merci à vous deux pour ces échanges croisés. Merci pour vos parcours, pour ces mots très justes. Et si vos parcours sont différents, vos réponses montrent une chose. Entreprendre entre deux mondes, ce n'est pas un choix entre l'Europe et l'Afrique. C'est une façon d'habiter les deux. Merci à vous et bonne soirée, chers auditeurs. Merci beaucoup pour l'invitation.